Bonjour à tous. Il m'a été demandé de parler du consommateur qui contre-attaque. Avant de parler de la contre-attaque, il faut peut-être mesurer en quoi il serait attaqué. S'il doit riposter, c'est parce qu'il est d'abord agressé. Il y a une posture traditionnelle du consommateur, historique, je dirais, et structurelle. C'est un rapport d'inégalité. Le consommateur, déjà, est isolé, parce que la consommation, c'est une affaire très personnelle. Et souvent, on vilipende le consommateur qui pense qu'à lui, il veut le beurre, l'argent du beurre, il veut tout acheter pour rien, etc. On lui fait souvent ce procès du vil consommateur, donc qui est isolé. Mais en étant isolé, évidemment, il est dans un rapport inégal avec le professionnel, parce que le consommateur, il doit gérer des problèmes alimentaires, des problèmes d'assurance, des problèmes de construction, des problèmes de logement, une multitude de problèmes. Il n'est pas spécialisé, il est tout seul, et il est face à un professionnel qui, lui, est souvent très organisé et par définition spécialiste de son secteur. Il y a un deuxième élément fondamental dans la relation du consommateur avec les professionnels, c'est évidemment l'asymétrie. L'asymétrie dans l'information. Seul le professionnel qui vend ou qui fabrique sait d'où vient le produit, qu'est-ce qu'il y a dedans, il sait si les lasagnes de bœuf contiennent du cheval ou du poulet ou du porc. Lui seul sait si la bague elle est en or pur ou si elle n'est pas en or pur. Bref, je pourrais multiplier les exemples. C'est bien connu, le consommateur ne sait pas, il doit pourtant choisir, il doit pouvoir décider dans ses actes de consommation. Et évidemment que la mondialisation est venue rendre de façon exponentielle cette difficulté de savoir qu'est-ce que j'ai dans le rayon, d'où ça vient, comment ça a été fabriqué, quels sont les ingrédients, etc., etc. Et il y a quelque chose qui est marquant de ce déséquilibre historique, c'est qu'on parle toujours, et c'est comme ça dans le Code civil, on parle du contrat de vente. Ça veut donc dire qu'on se place du côté du vendeur. C'est quand même étonnant qu'on ne parle jamais du contrat d'achat, ce qui voudrait dire qu'on se place du côté de l'acheteur. Or, ce n'est pas comme ça qu'on a envisagé le rapport juridique entre le consommateur et le professionnel. Et le professionnel, on le sait, il impose ses conditions générales de vente, alors qu'on dit qu'un contrat c'est négocié. En réalité, quand vous acceptez d'ouvrir un compte sur Internet, sur Facebook, sur Google, etc., vous cliquez, vous êtes d'accord avec des conditions générales qui font des dizaines, des centaines de pages, avec des liens hypertextes, avec des textes en anglais, et vous êtes censé avoir accepté toute cette relation juridique. Et c'est en cela qu'on commence à voir en quoi le consommateur est malmené, il est en quelque sorte attaqué. Alors, et pendant longtemps, il y a eu cette fiction, vous savez, cette expression, le client roi. Mais bien sûr, le client est roi, et ça masque la réalité de son impuissance et du déséquilibre de la relation. Alors, pendant longtemps, le consommateur, quand il n'était pas content, il écrivait au service client, dans son isolement, où il allait en justice, c'était risqué, coûteux, il restait toujours isolé. À une époque contemporaine, on a créé une action de groupe, une loi qui a le mérite d'exister, mais qui est d'utilisation extrêmement compliquée. La voie de passage pour utiliser l'action de groupe en France, elle est tellement étroite qu'en réalité, aucune association de consommateurs, y compris l'UFC Que Choisir, n'arrive véritablement à l'utiliser. La donne a déjà changé avec l'arrivée de la société numérique, puisque maintenant, le client qui n'est pas content, sa première riposte, ce n'est pas seulement de téléphoner au service client, c'est de se plaindre sur le Facebook, éventuellement du professionnel, de se plaindre sur des forums, si bien que, là, je ne me plains pas simplement aux voisins, comme avant on disait on n'était pas content du commerçant, vous allez voir la publicité que je vais vous faire.
À part en parler dans le voisinage, on ne voit pas trop comment on pouvait riposter. Là, ça prend une dimension énorme parce que le litige de Madame Michu, il est sur la place publique, tout le monde peut le voir, et tous ceux qui sont victimes de la même arnaque, de la même difficulté, ont un sentiment d'appartenance à une collectivité de victimes qui peut déjà commencer à s'organiser. Et historiquement, la vocation d'une association de consommateurs, et moi si je suis rentré à l'UFC Que Choisir à l'âge de 18 ans, c'est parce que j'avais conscience que tout seul je suis rien, et regroupé, on peut sans doute rééquilibrer le rapport de force. Face à ce déséquilibre, et face à une société de consommation qui est, jusqu'à présent, une société uniquement de l'offre. Le consommateur est face à une offre et il doit se déterminer dans une jungle et dans une opacité. La contre-attaque qui s'organise des consommateurs à l'ère du numérique, la première chose, c'est que le consommateur peut maintenant définir des demandes. Regardez l'initiative Qui est le patron ? Qui est le patron ? Avec un forum sur Internet participatif, tous les consommateurs peuvent se mettre d'accord sur le profil idéal d'une brique de lait. Pour moi, une brique de lait, elle doit rémunérer l'agriculteur à telle hauteur, elle doit être bio ou pas bio, elle doit être produite dans un périmètre, voilà, c'est les circuits courts, il ne faut pas que ça vienne de l'autre bout de la France ou de l'autre bout de l'Europe, etc. Le consommateur définit le produit, et comme le consommateur, ils sont 10 000, 50 000, etc., il dit ben, c'est ça que je veux. Et on inverse complètement le rapport, puisque les professionnels vont dire bon ben banco, on va faire ce lait-là, puisque je sais que j'ai un groupe de consommateurs qui est prêt à acheter ce lait-là. Donc ça, c'est déjà la première inversion des choses. La deuxième inversion des choses, qui est bien connue et que nous, on a expérimenté à l'UFC Que Choisir, ce sont les enchères inversées. On a constaté que le monde de l'énergie était un monde complètement sclérosé, un monde qui était ouvert à la concurrence, mais qui pour autant ne fonctionnait pas. Donc on a regroupé les consommateurs, on avait 200 000 consommateurs, 220 000, on a fait signer, à partir de là, on a dit aux opérateurs qui vendaient de l'électricité, du gaz, etc., qu'est-ce que vous proposez comme offre ? On a obtenu une offre particulièrement intéressante sur le plan financier. On a fait économiser, on a calculé plus de 50 millions d'euros à la collectivité des consommateurs. On a négocié le contrat, et par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, on a réussi pour la première fois en France et en Europe à faire que ce soit le consommateur qui dicte les conditions générales de vente. Pour la première fois, on a imposé des conditions générales d'achat. Donc vous imaginez bien qu'il n'y avait pas de clause abusive, alors qu'il y en a pas mal dans leur contrat, et il y avait des droits nouveaux. Donc non seulement un prix intéressant, non seulement une nouveauté européenne, un contrat imposé par les consommateurs, et puis troisièmement, on avait mis aux enchères un lot vert, une énergie verte. Aujourd'hui, vous savez peut-être que du vert, il y en a partout, du vert clair, du vert foncé, on n'a pas la certitude que c'est du vrai vert. Là, on avait dit, nous on veut un petit producteur local d'énergie renouvelable, et donc on a dégagé un lot, et tenez-vous bien, alors qu'on nous disait que l'énergie verte coûtait nécessairement plus cher que l'énergie normale, eh bien en réalité on a obtenu moins 17% pour les consommateurs sur leur facture d'électricité. Ça c'est l'exemple de l'utilisation des nouveaux moyens de regroupement des consommateurs pour peser et créer l'offre soi-même. Maintenant, il y a un autre champ qui est ouvert, c'est le champ de l'information. Donner une information aux consommateurs pour qu'ils puissent se déterminer et faire des arbitrages en pleine conscience. Il y a deux secteurs que je voudrais citer pour lesquels l'agression est très forte, historiquement. Elle a été forte, elle est très forte et elle sera très forte parce qu'elle est au cœur de notre vie. C'est l'alimentation. On a toujours mangé, on mange et on mangera toujours. Et puis c'est les cosmétiques. Les cosmétiques, ça a toujours existé. Rappelez-vous, même la reine d'Égypte prenait des bains de lait d'ânesse. Et je pense que ce n'est pas demain la veille qu'on mettra plus de crème anti-rides ou contre la sécheresse, du rouge à lèvres ou du déodorant, etc., etc. Dans ces deux secteurs, l'agression des professionnels vis-à-vis des consommateurs est particulièrement féroce. Si je prends l'alimentation,
quand on regarde l'évolution de l'offre alimentaire industrielle en France, elle est catastrophique. Il n'y a pas de problème sanitaire. On ne va pas manger quelque chose et tomber malade parce qu'il y a des bactéries. En revanche, on sait très bien qu'il y a une épidémie d'obésité infantile en France. C'est en train de gagner la France comme ça a gagné les États-Unis. On a une nourriture industrielle trop grasse, trop sucrée, trop salée. Ça, c'est la réalité. Et quand on sait que, vu le mode de vie, les consommateurs mangent beaucoup de produits très industriels, on a un souci. Ensuite, il y a le marketing avec les nutriments. Aujourd'hui, les repères sont complètement faussés, puisqu'on nous met du calcium dans le jus de fruits, en disant c'est bon pour les os. On vous met des vitamines dans le lait, pour vous dire ah ben c'est bien les vitamines. Il y a tout un marketing en disant ben voilà, on rajoute du fer, on rajoute de la vitamine D, de la D2, de la B1, de la B3, de la B12, etc. Comme si les Français étaient carencés en vitamines, alors qu'il n'y a aucune carence. Bref, on nous vend des vertus d'une alimentation hyper industrialisée, hyper transformée, qui en réalité est néfaste pour la santé. Et aujourd'hui, pour consommer sain, parce que c'est l'injonction, il faut Bac+12. Je ne sais pas comment vous arrivez à vous repérer, sauf à acheter vos pommes, à les cultiver vous-même, ou à acheter votre escalope et puis cuisiner tout. Je ne sais pas comment les gens peuvent se repérer. Donc on a cette difficulté de savoir qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'il y a dans les aliments. Et l'information n'existe pas. Ou elle existe, mais de façon extrêmement compliquée, puisque l'information qui a été décidée dans les années 70 par des ingénieurs, pour des ingénieurs, hein, vous savez ce qu'il y a sur le côté des produits alimentaires, il y a 0,03 de glucides, de lipides, de graisses, de produits saturés, insaturés, tant de sodium. Et avec ça, vous devez être un consommateur éclairé pour savoir si le produit il est plutôt bien, plutôt pas bien. Et puis vous êtes martelé du marketing en disant ben, prenez ça, c'est pauvre en matière grasse. Ouais, mais sauf qu'à côté, ils ont mis plein de sucre. Ou l'inverse. Bref. Une des solutions, évidemment, qui va se développer très rapidement et qui s'est déjà développée, c'est d'avoir des applications qui ont l'intelligence, j'allais dire pour vous, l'information pour vous. Vous scannez le produit, et c'est vrai que l'avenir du consommateur, il est là. Hein. Vous scannez le produit, et tout de suite, de façon simplifiée, vous avez l'indication de savoir si c'est un produit qui est plutôt équilibré, déséquilibré. Et du coup, quand vous faites vos arbitrages, dans votre caddie, avec vos enfants, sans le savoir, jusqu'à présent, vous pouvez avoir un caddie rempli de produits très déséquilibrés. Là, vous faites votre patchwork. Il ne s'agit pas de stigmatiser tel ou tel produit, mais de faire des arbitrages pour avoir un guide qui fonctionne bien. L'application, elle est connue, c'est l'application Yuka, qui a eu un succès phénoménal, plusieurs millions de téléchargements. Après, on en dit ce qu'on en veut, il y a sans doute des approximations, des insuffisances, il y a le problème du modèle économique, qui va financer, etc. Mais ça a été un impact puissant pour les consommateurs. Évidemment, l'UFC Que Choisir n'a pas voulu rester en reste, n'est pas resté en reste. Et nous avons lancé, nous, une application sur les cosmétiques. Les cosmétiques, on a le même problème du fait de la passivité des pouvoirs publics, des procédures d'autorisation qui sont en dessous de tout, puisqu'on donne l'autorisation en fonction d'études qui sont données par les industriels du cosmétique, les industriels de la chimie. Bref, aujourd'hui, vous avez des centaines de produits chimiques autorisés dans les cosmétiques. Sachant que vous avez à peu près 3/4 des crèmes pour le visage qui contiennent des perturbateurs endocriniens, vous avez 82% des rouges à lèvres qui contiennent je ne sais plus quel produit nocif. Bref, l'état est catastrophique. Alors je ne vous dis pas que vous allez mourir tout de suite parce que vous allez vous mettre tel ou tel produit, mais il y a quand même le fait, que c'est toute la vie, on s'en met tous les jours, on se met plusieurs produits, et pour le moment, on n'a jamais mesuré les effets cocktails. Et aujourd'hui, la législation ne permet pas de travailler sur les perturbateurs endocriniens, qui est le problème majeur aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à l'UFC Que Choisir? Parce que l'information, elle existe, de la composition des cosmétiques. Vous avez sans doute déjà regardé la liste impressionnante de produits longs comme ça, un peu comme l'alimentaire, hein, où vous avez une liste comme ça de produits, du E25, du E472, vous ne savez pas du tout ce que ça veut dire. Là, vous avez des termes longs comme le bras, scientifiques,
allez savoir si c'est bon, si c'est pas bon, vous n'en savez rien. Donc on a lancé une application qui commence à faire bouger les lignes. Cette application, elle s'appelle Quel Cosmétique. Elle est financée par l'organisation, l'UFC Que Choisir. Elle est donc gratuite. Elle est sur une base extrêmement scientifique. On a récolté, on a des ingénieurs qui travaillent sur cette application. On a une base de données considérable. L'application, elle est indépendante, car l'UFC Que Choisir est financé par personne, à part par les consommateurs eux-mêmes. Nous sommes indépendants. L'intérêt, c'est évidemment d'avoir l'information au moment de l'achat. Parce que c'est bien beau d'avoir des revues, d'aller sur Internet. Ce qui compte pour le consommateur, c'est au moment où j'ai l'impulsion que je veux acheter une crème, je flash immédiatement, je regarde comment elle est classée. Si elle n'est pas bonne, l'application donne des alternatives, parce que c'est bien beau de dire aux gens, ne consommez pas, mais ils ont besoin d'une crème, il leur faut trouver une crème qui va les intéresser. Donc, c'est le défi qu'on a lancé. On va lancer notre application alimentation, évidemment, on ne peut pas être absent de ce créneau majeur, qui est très compliqué. C'est participatif parce que si on a 154 000 produits dans notre base de données, ça veut dire que vous avez 80% de chance d'avoir le produit que vous avez dans votre armoire de toilette, 80% de chance de l'avoir. Je vous invite à télécharger et à faire l'essai. Vous allez voir que vous allez vider la moitié de votre armoire de toilette. Le but, c'est quoi? C'est d'inciter, par l'effet de masse des consommateurs qui se détournent de produits, d'inciter les professionnels à revoir leurs copies. Et je vous assure que les lignes sont en train de bouger. Quand on sait que l'application Quel Cosmétique est utilisée 23 000 fois par jour, elle est utilisée même 31 000 fois par semaine, le week-end, les jours de week-end, 31 000 fois. Ça veut dire que depuis un quart d'heure que je parle, il y a 210 personnes qui ont scanné un produit pour voir s'il était ou pas compatible. Voilà la puissance de marché, la contre-attaque des consommateurs. C'est l'information claire, nette, indépendante, qui permet enfin de faire des choix éclairés. C'est l'antidote du marketing qui nous éblouit et nous fait faire des choix qui sont complètement irrationnels et dont on est responsable alors qu'on n'a pas les moyens d'être responsable. Donc voilà, la contre-attaque première, c'est celle-là. C'est maintenant, je vais savoir qui tu es, toi vendeur, toi produit, toi service. Petit à petit, avec les outils d'Internet, je vais pouvoir avoir une information simple, claire, juste au moment où j'ai besoin de prendre ma décision. L'enjeu, mais ça faudra que je revienne en deuxième semaine, l'enjeu maintenant, c'est, maintenant que je sais qui tu es, toi vendeur, l'enjeu c'est, j'ai conscience que de plus en plus le vendeur, il sait tout de moi, il sait qui je suis. C'est évidemment l'enjeu de la donnée personnelle. Avant, évidemment que le vendeur de légumes du coin, il me connaissait. Et puis quand il faisait venir des pommes, des reines des rainettes, il me disait « Ah, dis donc, monsieur Bazot, j'ai de la reine des rainettes ». Et il savait que j'allais rentrer acheter. Aujourd'hui, c'est puissance 1000. Le consommateur, le client roi. Le roi, aujourd'hui, est nu. Excusez-moi de vous le dire, vous le savez sans doute, vous êtes nu face au professionnel. Et de plus en plus, le professionnel, c'est tout de vous, de A à Z. Et donc, on réisole le consommateur. Les consommateurs adorent les privilèges. Donc, on sait que vous aimez ci, que vous aimez ça. Attendez, j'ai fait une recherche sur Internet liée à un décès récent dans ma famille. Depuis, je ne peux plus ouvrir mon ordinateur sans avoir des offres de fleurs, de coussins de fleurs mortuaires. C'est très agréable. C'est sûr qu'on enterre son frère toutes les semaines. Bon. Bref, vous savez que ça fonctionne comme ça. Le grand sujet qui vient demain, qui est là et qui vient demain, c'est la protection des données personnelles. Il y a un règlement communautaire qui est là. Encore faudra-t-il le faire appliquer. Encore faudra-t-il qu'il y ait une conscience des consommateurs que leurs données personnelles, c'est un outil d'instrumentalisation de leur volonté. Et donc, il y a un enjeu majeur même de liberté publique. Ce sera pour une prochaine fois. Merci à vous.